voir que c'est stigmatisant de parler de mobilité lorsqu'on est qu'une femme. Je pense qu'on a toute la légitimité de prendre notre place et de porter notre voix sur ces questions-là. Si une ville fonctionne bien pour les femmes, la ville fonctionne bien pour tout le monde. Se déplacer, c'est aussi se transformer. Chaque trajet nous façonne. Chaque pas, chaque coup de pédale, chaque pause dessine qui nous sommes. Tracé est une série en 5 épisodes dans laquelle Anna Rizzi, Anne Hornung-Soucoupe, Françoise Lancy-Montant, Mathilde Appia et Louise Trottet unissent leurs voix. Elles travaillent la mobilité et la mobilité les travaille. Mais comment cet engagement se vit-il au quotidien ? Dans ce 4e épisode, elles évoquent la place des femmes dans le secteur de la mobilité et nous rappellent que prendre sa place dans la ville n'est pas seulement une question de représentation, mais surtout une question de résultat. La mobilité, c'est un sujet qui peut-être peut sembler technique, mais qui finalement concerne absolument chacun d'entre nous et chacune d'entre nous. Françoise Lancy-Montant, responsable du bureau roman de l'association Transport et Environnement. C'est primordial qu'il n'y ait pas cette barrière des genres dans le domaine de la mobilité. La mobilité, c'est pas qu'une affaire de technocrates ou qu'une affaire d'ingénieurs. C'est vraiment notre affaire à nous tous les jours parce qu'on se déplace tous les jours. Quel que soit notre mode de déplacement et la qualité de vie dans l'espace public, elle nous concerne du moment où on met le pied en dehors de chez nous. Il est pour moi primordial qu'il n'y ait pas de distinction de sexe, que ça soit équilibré, que les femmes autant que les hommes soient des acteurs de la mobilité. J'ai jamais pris mon travail comme un nouveau point de départ parce que on est parti, on est déjà en route en fait. Anna Rizzi, mécanicienne vélo et formatrice chez Genève Roule. On peut juste changer notre trajectoire en fait, mais on est déjà lancé. Et découvrir un nouveau intérêt, c'est juste une façon de se découvrir nous-mêmes dans la façon qu'on a déjà d'être en fait. On va pas changer notre personnalité complètement parce qu'on a trouvé un nouveau travail, parce que notre personnalité reste. C'est un centre d'intérêt qui change et c'est juste se donner les moyens de changer de point de vue ou de point d'analyser une situation. J'ai juste peut-être complété une partie de moi qui avait besoin d'avoir un nouveau point de vue en fait. Venant de domaines comme les droits de l'homme ou les droits de l'enfant, où effectivement il y a plus une parité homme-femme, c'est incroyable le nombre de réunions où je pouvais être la seule femme, où on était 2-3 femmes, enfin voilà. Et puis vraiment j'ai expérimenté aussi ce que c'est d'être une femme dans un environnement technique d'homme, c'est particulier. Pour moi c'est juste essentiel parce qu'on est là et qu'on est aussi des usagères. Et puis on amène un regard sensible qui va soulever des thématiques. Je ne suis pas sûre que par exemple les plans de mobilité scolaire auraient été développés de la même manière si ça avait été que des hommes ingénieurs en mobilité qui l'aient fait. Alors, de fait, on n'était pas que des femmes à être dans le groupe de travail, à avoir construit en fait cette démarche. Dès le début, il y avait aussi bien des collègues hommes que des collègues femmes. Mais par contre, on est une équipe dans laquelle il y a pas mal de regards différents. Donc, au départ, quand on a construit cet outil de plan de mobilité, il y avait un collègue qui avait une formation plutôt économiste et sciences de l'environnement. Une collègue qui venait, elle, aussi du journalisme et de la radio. Une collègue urbaniste et géographe. Moi, avec un bagage plutôt sciences politiques. On a travaillé aussi avec des gens qui sont en charge de la petite enfance, des sociologues. Enfin, c'est vraiment ce regard-là. Donc, je pense qu'on a une approche très multi-facette de la mobilité. Il ne devrait pas y avoir effectivement de services d'urbanisme ou de services techniques dans des communes, etc. et tout, où il n'y a pas une femme, voilà. Mais peut-être qu'il ne faudrait pas non plus de service technique où il n'y a pas un senior et une consultation des enfants aussi. On a vu combien l'espace public peut être genré et que la place de la femme dans l'espace public a été quasiment absente pendant des dizaines d'années. Donc maintenant, il faut que ça change et vite. On voit l'essor des démarches participatives et je pense que c'est très très important aussi de consulter aussi la population. Et finalement, quand on consulte la population, on a souvent plus de femmes dans les panels
que d'hommes. Les femmes sont un acteur tellement essentiel et clé de la société à tous les niveaux que c'est vraiment important qu'elles se manifestent. C'est bien qu'elles se manifestent par toutes ces démarches participatives aussi. Et c'est bon pour les sociétés, c'est même prouvé que d'avoir une représentation féminine au Conseil de toutes les sociétés, ça améliore la performance. Anne Hornung Soukup, ancienne présidente du conseil administratif des TPG. C'est ça que je ne comprends pas, qu'on résiste un peu à cette évolution de la société en se disant on est très bien comme ça, quand on peut améliorer. Ça fait partie de la gouvernance. Comment est-ce qu'on gère une société pour le bien de l'entreprise? Des employés, évidemment, mais pour l'entreprise qui avance dans la vie et qui progresse, il faut des quotas. Donc, depuis quelques années, sans doute vous savez, depuis 2 ans à peu près, il y a une nouvelle loi à Genève pour les entités publiques, telles que les transports publics genevois, qui exige 40% minimum de hommes ou de femmes dans les conseils d'administration. Et donc, la lutte ou les efforts des femmes de rejoindre les conseils d'administration, ça a toujours été une valeur, une priorité pour moi. Et puis du côté mobilité, j'ai toujours été intéressée par l'urbanisme et le planning urbain. Comment est-ce qu'on vit ensemble? Comment est-ce qu'on organise les villes le mieux pour tout le monde? Et c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et en fait, ça m'amène à une réflexion qui est beaucoup plus large. C'est comment les femmes opèrent, fonctionnent dans la société, comment créer des communautés pour les femmes, pour les enfants, pour les familles, pour les hommes, parce que c'est mieux pour tout le monde si on fait mieux pour les femmes. La mobilité est un domaine masculin. J'ai de la peine à le comprendre parce que je trouve que c'est absolument fascinant comme domaine, mais ça l'est parce que historiquement, plus technique, lié à une formation justement scientifique dure. Louise Trottet, médecin et membre du bureau Pro Vélo Genève. C'est un domaine masculin. Au niveau politique, ça va mieux, mais en termes de représentation, les femmes restent encore sous-représentées. Donc pour les prises de décision, c'est plutôt des hommes qui les prennent. Et puis à la question des concessions, en fait, l'aménagement dont auraient besoin les femmes, il est plus gourmand en place, il faut le dire. Il est gourmand en voirie, il faudrait prendre quelque chose aux voitures. Et aujourd'hui, le politique, il n'a pas encore tout à fait pris cette décision-là. Clairement, la mobilité est politique parce qu'à un moment donné, on a un certain espace à disposition, un certain budget à disposition et il y a des choix qui sont faits sur l'attribution de ces budgets et de ces espaces. Donc évidemment qu'il y a des choix qui sont extrêmement politiques dans la mobilité. Mathilde Appia, directrice de la Fondation Calife. Par rapport à la question de la femme, alors de ce que je peux constater dans mon entourage, j'entends davantage de femmes qui voient des freins au fait de passer à la vie à vélo que d'hommes. Pourquoi? Parce que j'entends encore plus souvent des femmes dire oui, mais moi, sur le chemin du retour, je dois faire une course, je dois aller chercher les enfants, je dois les emmener au cours de danse, etc. Et donc, comment est-ce que je peux finalement laisser une vraie place à la mobilité durable dans cette vie qui est extrêmement rythmée par plein de petits trajets et de contraintes liées à la vie familiale? Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ces contraintes, elles restent davantage vraies pour les femmes que pour les hommes. Alors je pense que comme toujours dans ces thématiques, on attire en premier lieu ceux qui sont finalement déjà convaincus et qui ont envie de nous aider dans cette démarche-là. On entend finalement les mêmes arguments que partout, à savoir des freins qui sont finalement plus psychologiques que réels, puisqu'on va nous mettre en avant le fait que ah oui, mais quand il pleut, ça va pas de prendre le vélo. Alors finalement, vous investissez une fois dans un équipement vélo, puis vous arrivez, puis vous êtes parfaitement sec au travail. Évidemment qu'on ne passe pas nos journées trempées quand on roule à vélo, ou de dire ah oui, mais moi je peux pas parce que je dois faire des courses. Alors figurez-vous que nous mangeons également, donc effectivement c'est tout à fait possible d'avoir une vie normale, même sans voiture et même en se déplaçant à vélo. Il y a la question de la dangerosité qui ressort aussi passablement. Donc c'est vrai qu'avec notre association, on essaye aussi de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'infrastructures cyclables et de montrer qu'il existe en fait vraiment des chemins qui permettent de se rendre d'un point A à un point B finalement assez rapidement et en étant en sécurité. Quand on était dans cette commune pour se focus sur les seniors, les seniors ont beaucoup évoqué l'insécurité, même si effectivement, vu de l'extérieur, ce n'est pas une commune dans laquelle on imaginerait qu'il y a un problème d'insécurité.
Je pense que l'âge venant, on se fragilise et puis on est aussi beaucoup plus sensible à certains comportements. Puis la question de l'éclairage public est venue. Et ça, c'est un vrai problème, parce que c'est vrai que quand on a un engagement pour l'environnement, on a une position assez claire vis-à-vis de la diminution de l'énergie dépensée pour les éclairages publics. Mais après, on se rend compte que pour des personnes âgées ou pour des femmes qui vont rentrer seules le soir, tard, etc., c'est fondamental que les chemins, que les itinéraires piétons soient bien éclairés. C'est incroyable de voir que des fois, c'est pas pensé dès le départ. Je pense que je suis pas très représentative du vécu qu'ont la majorité des femmes. J'ai la chance d'être quelqu'un qui est extraordinairement peu angoissé. Je sais pas si c'est un fruit du vélo et de, et de ces moments en plein air. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez peu angoissé. Donc les considérations de peur que l'on peut ressentir en tant que femme dans l'espace public, je les ressens finalement assez peu. Néanmoins, les chiffres sont là et on sait que les femmes se sentent davantage en danger que les hommes. Elles le sont dans l'espace public. À ce niveau-là, je pense qu'une cycliste est moins en danger que quelqu'un à pied. Donc c'est vrai que je préfère de loin être sur mon vélo où je vais quand même à une certaine vitesse, à savoir plus vite qu'un homme qui court, que d'être à pied la nuit dans la rue. Donc j'ai quand même l'impression que mon vélo me sert un petit peu de bulle de sécurité et que je n'éprouve pas si je suis effectivement seule avec mes deux jambes dans la rue. Je vous donne un exemple extrêmement concret. Un homme et une femme, les deux écrivains et très très actifs à vélo, ont testé ensemble, sur deux vélos séparés, une nouvelle voie de vélo quelque part aux États-Unis. Et les deux se sont dit, on va écrire séparément notre impression de cette voie, de cette piste cyclable. Et les impressions étaient complètement, mais complètement différentes. Et ça a bousillé presque la certitude du mari, parce qu'il ne voyait pas ce que la femme voyait. Elle disait, c'est trop loin de la route. Donc si je tombe, personne de la route va me voir. Donc je ne veux pas être à côté du trafic, mais je ne veux pas être à 20 mètres non plus. Il y a des longs virages cachés par des buissons. Et je ne sais pas ce qui se passe autour. Donc s'il y a le moindre nuit ou mauvais temps, je ne vois pas s'il y a quelqu'un autour. S'il y a un accident de vélo ou un groupe de personnes qui parlent, je ne vois pas. Je ne me sens pas sécure là-dedans. Et il y avait plusieurs autres éléments qu'elle trouvait n'étaient vraiment pas faits pour les femmes. Et ça a ouvert les yeux du mari sur comment l'homme et la femme peuvent, pas toujours, mais peuvent voir le monde autour de nous complètement différemment. Il faut la voix des femmes dans le planning urbain, dans le transport public, dans tout ce qu'on fait qui améliore la société de tout le monde. Il faut vraiment les voix des femmes et des hommes. Si le vélo est plus sûr, les femmes ont plus tendance à le faire. Il y a 15 ans, il y avait beaucoup plus d'hommes qui faisaient le vélo. Maintenant, ça devient beaucoup plus égalitaire parce que c'est plus sûr. Ce qui est intéressant, c'est que même au niveau de la sécurité, donc par rapport aux questions plutôt du risque de se faire agresser, le vélo, c'est génial. Par rapport aux femmes qui doivent rentrer à pied de soirée ou qui prennent le transport public et ensuite qui marchent un peu, moi, à vélo, j'ai jamais eu l'impression d'être suivie. J'ai jamais eu peur d'être agressée. En fait, c'est quelque chose qui, pour moi, n'a pas existé durant les années où je sortais régulièrement le soir, la nuit. Et ça, vraiment, effectivement, c'est quelque chose qu'il faudrait dire un peu plus aux femmes et surtout aux jeunes femmes aussi qui sortent et qui font la fête. Le vélo, c'est le moyen de rentrer en sécurité. Maintenant que j'ai déménagé au centre, la gare, pour moi, la gare Cornavin, c'est mon shopping. J'y passe pratiquement tous les jours. J'achète ci ou ça. Chaque fois que je passe par la gare, je rencontre quelqu'un que je connais. Donc c'est aussi un lieu social. On prend un thé ensemble, on se parle. C'est vraiment, les gares sont des centres sociaux qui s'améliorent beaucoup parce qu'il y avait cette période où c'était que voiture et les gares se sont pas dégradées, mais en tout cas n'étaient pas investies. Maintenant, quand vous regardez la gare de Zurich, la gare de Genève, ça s'est beaucoup amélioré. Renan, Lausanne, tout se construit, tout s'améliore. Et je pense que les gares, c'est un centre social maintenant, vraiment. Pas juste le shopping, mais le lieu de rencontre pour les gens. Ce que j'aime bien, c'est que c'est des endroits qui sont lumineux, des endroits où la mobilité douce, on sent qu'il y a quand même un effort qui est fait pour qu'elle soit un peu plus favorisée, même si ça pourrait être encore mieux. On a le rapport de la Cour des comptes qui était sorti l'année dernière pour dire qu'il fallait accélérer le fait de mettre des parkings à vélo autour des gares du Léman Express. Mais quand même, c'est des endroits où globalement, je trouve qu'il y a une ambiance positive à ce niveau-là. Et en même temps, on pourrait les rendre encore beaucoup plus attractives en mettant un peu plus de commerces chouettes, de cafés chouettes.
Là où c'est un peu mieux fait, c'est aux eaux vives. Je trouve que c'est pas trop mal. Il y a régulièrement des pop-up, des petits bars qui viennent s'installer pour quelques semaines. Donc ça, c'est assez sympa. Mais c'est la seule des gares, je trouve, qui a vraiment quelque chose. Les autres, franchement, elles pourraient être beaucoup plus attractives et plus chouettes. Et il y a maintenant 8 ans, j'ai fait le transsibérien, plus précisément le transmongolien, c'est-à-dire de Moscou à Pékin. Et on passe à travers énormément de gares qui sont vraiment complètement rétro. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a souvent quand même un marchand qui vend de la nourriture sur le quai, qui la vend aux fenêtres du train qui s'est arrêté. Il y a cette atmosphère qui est très particulière, un peu hors du temps. Malheureusement, aujourd'hui, pour des raisons évidentes, on ne peut plus faire ce voyage, ou très difficilement, mais à l'époque, ça, c'est vraiment un des voyages qui m'avait le plus marqué, avec toutes ces gares vraiment fantastiques à voir par la fenêtre. On se rend compte maintenant de l'importance de tous les regards sur la mobilité, puisque la mobilité, c'est aussi la gestion de l'espace public, et la gestion de l'espace public, c'est la gestion de l'espace pour tous et pour toutes. Et je pense que maintenant, on se rend compte que c'est très important d'avoir le regard des enfants aussi sur l'espace public et sur les déplacements, le regard des seniors et le regard des femmes aussi. Il ne faut pas que la gestion de l'espace public et de la mobilité ne soit que technique. Il faut que ça soit aussi qualitatif. Justement, le fait qu'il y a tout un enjeu de santé publique avec le bruit, la qualité de l'air, fait qu'effectivement, ça peut permettre de rééquilibrer un peu les forces entre femmes et hommes qui sont impliqués dans ces questions de gestion de l'espace public et de gestion de la mobilité. Un certain nombre de personnes continuent de penser que quand on est à vélo à côté des voitures, finalement, on va respirer beaucoup de gaz d'échappement, et c'est prouvé qu'en fait, l'air est bien plus pollué à l'intérieur de la voiture qu'en étant à vélo à côté. Donc c'est toutes ces choses qu'il faut un petit peu déconstruire pour pouvoir embarquer plus de monde dans cette voie-là. Et c'est très intéressant quand on va faire des activités dans les écoles autour de la mobilité, parce que quand on demande aux enfants d'imaginer par exemple la rue devant leur école, et qu'on leur donne une photo et qu'ils dessinent dessus, enfin je veux dire, chaque enfant, il n'y a pas de distinction, que ce soit un garçon ou une fille, a des idées et des outils et arrive à s'imaginer effectivement une rue différente, en espace public différent. C'est extrêmement créatif. C'est pour ça que ce que j'aime beaucoup aussi dans notre travail à l'ATE, c'est la place qu'on donne justement à la parole, à la voix, au regard de l'enfant sur l'espace public, qui jusqu'à maintenant était très très peu entendu, si ce n'est pas du tout. Et là, il n'y a pas de différence de genre. Le travail d'un conducteur, d'une conductrice en transport public, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. C'est dur. C'est des heures très difficiles. Les TPG fonctionnent 23 heures sur 24. Donc, il y a toujours quelqu'un qui est en train de travailler à des heures, par exemple, 11 heures du soir ou 4 heures du matin. Dans d'autres domaines de mobilité, je pense que les femmes ont encore une image d'un endroit masculin où les femmes ne sont pas les bienvenues, où il y a des problèmes d'acceptation de femmes, où les femmes ne sont pas écoutées, entendues. Et je pense que tout ça, c'est en train de bouger. Il y a de plus en plus de femmes qui sont vraiment passionnées par la mobilité en général. C'est très large, c'est pas juste les trains et les bus. C'est aussi les vélos, c'est aussi comment planifier la ville. Et ça, il faut beaucoup plus de femmes. Et je pense que ça commence à bouger. Moi, j'ai dit souvent dans mes discours, si vous avez une fille ou une sœur ou une épouse, vous, messieurs, qui cherche un travail qui est passionnant et qui va durer les prochains 40 ans, encouragez-les, ces femmes, à faire le secteur de la mobilité, parce que c'est vraiment quelque chose qui affecte la vie de tout le monde et la vie de tous les jours. Je pense que si les femmes sont moins représentées dans la mobilité, c'est pas forcément une question de mobilité en tant que telle, c'est plutôt une question que ça implique de faire des études d'ingénieur ou de choses comme ça, et en fait elles sont moins représentées dans ces métiers-là. Donc je pense que c'est surtout là que le bas blesse. J'ai du mal à pouvoir concevoir que c'est stigmatisant de parler de mobilité lorsqu'on est une femme. Je pense qu'on a toute la légitimité, on se déplace au même titre que les hommes, donc je pense qu'on a quand même toute la légitimité de prendre notre place et de porter notre voix sur ces questions-là. Tracé est un podcast propulsé par la Fondation Modus et produit par La Souris Verte. Merci à Anna Rizzi, Anne Hornung-Soucoupe, Françoise Lancy-Montant, Mathilde Appia et Louise Trottet pour leur participation.
Pour découvrir leurs portraits en vidéo, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la Fondation Modus. Les interviews ont été menées par Zelda Chauvet et Gaël Mafounou. Les épisodes ont été réalisés par Gaël Mafounou et le mix audio par Lucas Schneider.